propose que nous débutions cette nouvelle session de notre format Au-delà des mots, qui est le premier d'une série consacrée à la revitalisation urbaine et la revitalisation des territoires en général, ce qui correspond à une orientation de l'école de s'autoriser à évoquer le renouvellement des territoires au sens large, y compris en sortant de la géographie, de la politique de la ville et de l'ANRU à strictement parler, ce qui ne veut pas dire qu'on ne parlera pas des enjeux sociaux liés à ces interventions urbaines. Pour parler revitalisation territoriale, nous avons confié le pilotage de cette série à Michael Dupuis-Le Bourdelès, qui forme à l'école sur ces sujets, bien entendu, mais qui est avant tout docteur en urbanisme au Lab Urba de l'Université Paris-Est et consultant à Ville et Habitat. Pour ce premier volet consacré à la sobriété foncière, il nous a proposé de, de mener une conversation avec Maxence Nodin, qui est lui-même doctorant en géographie à l'Université de Perpignan et au Conseil régional d'Occitanie, donc ancré sur un terrain où il observe ces sujets de sobriété foncière. Et comme d'habitude, je vais leur céder la parole pour une intervention d'environ trois quarts d'heure. Pour ceux qui sont familiers de notre format, vous savez que nous n'avons pas la possibilité de vous donner la parole à tous de vive voix. C'est pourquoi vos micros sont coupés. Mais n'hésitez surtout pas à adresser vos questions dans le chat de la visioconférence et nous consacrerons 10 petites minutes à la fin pour partager ces questions avec nos deux intervenants d'aujourd'hui. Eh bien, je te laisse la parole, Michael. Merci Céline. Alors bonjour à tous et à toutes. Effectivement, l'idée de travailler et de prendre un petit peu de recul sur cette notion de sobriété foncière, on va la déployer sur plusieurs sessions. La première aujourd'hui nous permettra voilà de faire le point sur l'objectif de zéro artificialisation nette inscrit dans la loi climat et résilience de 2021 qui a suscité beaucoup de controverses, qu'elles soient politiques sur l'acceptabilité sociale du ZAN ou techniques sur la façon de mesurer l'artificialisation, sur la façon de suivre le rythme, sur la façon de répartir les efforts entre les territoires. Mais aujourd'hui, notre objectif, c'est pas vraiment de rentrer dans ces querelles de chiffres ou c'est un peu ces calculs d'apothicaire. On va plutôt essayer de prendre du recul, de réfléchir à ce que c'est que la philosophie du ZAN, à ce que peuvent être les modes d'approche pour guider l'action et la façon dont on peut articuler la sobriété foncière avec le renouvellement urbain, parce que finalement le ZAN c'est quand même un changement de culture pour les praticiens de l'aménagement et de l'urbanisme, puisqu'on passe d'une logique d'extension qui se pensait ou qui se voulait quasi illimitée de la ville à une logique de transformation, de recyclage, de réutilisation des tissus urbains déjà là. Donc aujourd'hui, on vous propose de structurer notre présentation en trois points complémentaires. Un premier retour un petit peu sur la genèse et les différents débats qui existent aujourd'hui autour du ZAN, pour voilà se redonner un petit peu la philosophie et faire le point sur les différents arguments des uns et des autres. Ensuite, on écoutera Maxence nous parler un petit peu de ses premiers résultats de recherche à partir de ce qu'il a pu observer dans des petites villes d'Occitanie sur la façon dont la sobriété foncière peut être mise en œuvre dans les territoires de la revitalisation, les freins, les facteurs facilitants aussi. Et puis, on va essayer de réfléchir aussi à ce que ça implique pour le renouvellement urbain, comment est-ce que on peut penser différemment le renouvellement urbain à l'aune de la sobriété foncière et comment aussi est-ce qu'on peut avoir un intérêt à désenchevêtrer la complexité des tissus urbains existants, puisque c'est évidemment la complexité peut-être le maître mot de ces pratiques de renouvellement urbain. Et puis, comme le disait Céline, on terminera par un petit temps d'échange et de questions avec vous via le chat. Alors peut-être pour commencer, se remettre un petit peu à l'esprit, voilà, d'où vient le ZAN. Donc c'est cette idée de sobriété foncière qui existait avant le ZAN, et je pense que Maxence, tu vas pouvoir nous éclairer un petit peu là-dessus. Le fait qu'en fait la sobriété foncière, c'est d'une part quelque chose qui a été réfléchi de longue date. C'est pas du tout quelque chose qui est sorti du chapeau en 2021. Et par ailleurs, c'est aussi un questionnement qu'on retrouve dans beaucoup d'autres pays, au-delà du cas français.
Merci Michael pour cette perche qui est élégamment tendue et qui fait écho à des travaux menés il y a 2 ans maintenant dans le cadre du projet collectif de recherche Résizane, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme financé par un consortium de bailleurs sociaux et d'acteurs du logement social, sur la densification et la sobriété foncière, bon, du point de vue du logement. Et en fait, dans le cadre de ce projet collectif, avec un collègue géographe, Raphaël Languillon, on s'est intéressé aux trajectoires des différents pays européens et extra-européens du point de vue de la maîtrise de l'urbanisation. Et c'est vrai que cette expression qu'on a en France depuis quelques années, sobriété foncière, bon déjà, elle détonne dans le paysage, où on parle plutôt de soit lutte contre l'étalement urbain, lutte contre le sprawl, soit maîtrise finalement de la consommation d'espace, le land take. C'est pour ça qu'à l'échelle européenne, on a des politiques publiques environnementales qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle le no net land take. Bon, ça c'est Raphaël Languillon qui me le disait, c'est au Japon, quand lui il parlait de sobriété foncière, on lui répondait, mais ça c'est une expression de buveur de vin. Donc il y a un côté culturellement exceptionnel, à mon avis, de la manière dont se représente ce sujet-là, mais qui ne doit pas cacher le fait que eh bien, les régimes d'aménagement, ils se constituent dans le temps long et nos régimes d'aménagement occidentaux, ils sont très largement hérités de choix qu'on a fait à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et là-dessus, bah, les configurations géographiques et les histoires de l'urbanisation diffèrent. Euh, il y a notamment des pays qui ont eu des raisons de s'intéresser finalement à cette question de la séparation entre la ville et la campagne. C'est le cas de l'Angleterre où bon, urbanisation très précoce, industrialisation, destruction des paysages, etc. C'est, chez eux, culturellement, c'est l'image d'une campagne idéalisée qui a justifié très tôt la nécessité de préserver, d'encadrer l'urbanisation. Au Japon, c'est très différent, c'est plus l'insularité et le mythe d'un manque de place qui a justifié finalement des politiques d'intensification foncière. Puis on pourrait donner plein d'exemples comme ça, comme la Suisse, où c'est l'importance des paysages, la préservation des paysages et des terres agricoles qui ont joué un rôle prépondérant. Bon, tout ça pour dire que différents modèles socioculturels de l'aménagement dans les pays, mais tout ça a quand même été euh, malaxé par des forces uniformisantes. En premier lieu, bah, le modèle fordiste d'urbanisation, euh, qui a été percuté par les chocs pétroliers. Et donc, il y a eu l'émergence peut-être d'un nouveau standard sur la promotion de la ville dense, la ville compacte, la ville durable. Et aujourd'hui, on arrive à une forme de paroxysme où, avec la crise environnementale, les enjeux croisés de protection du climat, d'adaptation au changement climatique, de préservation de la biodiversité, ben, on a un point de convergence qui se traduit par les politiques européennes qui sont très en pointe, enfin qui donnent le tempo quand même sur la doctrine environnementale, où les sols sont considérés comme vraiment un sujet d'importance. Et c'est peut-être ça le parcours, la trajectoire qu'on peut tracer pour la sobriété foncière. Ouais, effectivement, c'est un faisceau finalement de bonnes raisons de préserver les sols qui finit par se rencontrer, comme tu le disais, entre la question du stockage du carbone qui est très importante dans ces sols-là, la question aussi de la diminution des mobilités carbonées qu'on a pu retrouver, la question des coûts cachés parfois qu'on entend, les coûts cachés de cette urbanisation, à la fois coûts collectifs et coûts individuels. Donc, et puis évidemment les enjeux de biodiversité qui passent par là également. Donc il n'y a pas une seule raison finalement de mettre en place Lausanne. En tout cas, c'est un peu comme ça. Il y a eu pas mal de types de raisons et de groupes de pression aussi ou de types d'acteurs qui sont intervenus en faveur du ZAN. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le résumer. Oui, et puis ça contribue au fait que Lausanne soit controversée. C'est parce que on a eu plusieurs courants qui sont arrivés à une forme de consensus sur cette idée de préserver les sols ou lutter contre l'étalement urbain ou préserver les terres agricoles. Bon, déjà, trois manières différentes de cadrer le sujet. Des courants qui sont aujourd'hui pas forcément tous en phase sur la manière de faire.
Et c'est vrai que c'est intéressant parce que on a l'impression que ça a vraiment sauté aux yeux à partir de 2021, mais en fait, si on regarde, on avait dès le Grenelle de l'environnement et dès les lois Grenelle des objectifs qui étaient à peu près identiques, simplement ils n'étaient pas opposables en matière d'artificialisation des sols. Donc c'est finalement l'histoire quand même du temps relativement long. Ça fait à peu près 15 ans maintenant que les lois Grenelle sont entrées en vigueur. Et là, on en est vraiment à la phase où ça se matérialise de façon opposable dans les documents d'urbanisme aujourd'hui. Toi, au niveau de la région Occitanie, peut-être que tu regardes un peu plus le SRADET, par exemple. Oui, en effet, c'est vrai que ce que tu dis, on pourrait même remonter finalement à la loi SRU, qui donnait un peu le ton de enfin, l'objectif de gestion économe de l'espace, bon, qui est peut-être resté un peu incantatoire, enfin, justement par ce manque d'opposabilité. Mais ce qui est très amusant, c'est que quand on lit la littérature, par exemple, dans le champ des études foncières, début des années 2000, on retrouve plein de controverses qui sont vraiment celles qu'on a aujourd'hui sur les coûts de l'identification, enfin coûts et gains de l'identification, etc. Euh, Moi, c'est vrai que je m'intéresse pas mal à la manière dont aujourd'hui le ZAN se traduit dans l'urbanisme réglementaire, donc ça c'est les documents de planification, mais aussi comment ça s'articule avec l'urbanisme opérationnel, parce que c'est vrai que la planification en France, elle se fait dans une forme d'emboîtement des échelons. On a le SRADET à l'échelle de la région, le SCOT, donc le schéma de cohérence territoriale à une échelle un peu moins large, et puis ensuite on a les plans locaux d'urbanisme. Et c'est vrai que c'est dans les PLU, dans les plans locaux d'urbanisme, qu'on désigne explicitement les parcelles qui sont concernées par tel ou tel zonage. Et à mon avis, une grande partie des difficultés sur la territorialisation du ZAN, sa déclinaison, elle vient d'inquiétudes à l'échelle vraiment locale sur, enfin, inquiétude, incapacité à se projeter sur les manières de satisfaire les besoins locaux. Alors, ça peut être des besoins d'habitat, mais développement économique aussi, mais en fait, un œil qui regarde la réduction de la voilure sur les ouvertures à l'urbanisation, l'autre œil qui regarde le gisement du foncier déjà artificialisé à exploiter, que ce soit les logements vacants, le recyclage de friches. Et en fait, ces deux yeux-là, ils se rencontrent pas très bien. Enfin, à mon avis, il y a une grande partie de difficulté qui vient de ça. Alors c'est vrai que c'est un sujet de débat, c'est quand même le moins qu'on puisse dire. On entend beaucoup, enfin il y a des oppositions qui sont assez fortes et qui sont assez médiatisées aussi, y compris à l'échelle nationale autour du ZAN. Et parmi ce qu'on entend beaucoup, c'est le fait que c'est une contrainte réglementaire qui aurait été posée avant les moyens, enfin un peu la charrue avant les bœufs. On va dire ça comme ça, une mesure assez aussi qui est critiquée comme étant assez descendante. Est-ce que c'est comme ça que tu l'interpréterais aussi? C'est ambigu. À mon avis, effectivement, enfin, quand tu m'as posé la question de appliquer le ZAN dans les petites villes, quels outils, je me suis dit, mais en fait, des outils spécifiques au ZAN, j'en connais pas. Dans la mesure où, effectivement, euh, il y a eu beaucoup d'attention concentrée sur le processus de territorialisation, les enjeux de gouvernance, en fait, de cette territorialisation. Et c'est vrai que les outils, les solutions, alors, sans forcément être dans le registre uniquement des solutions, mais restent quand même beaucoup dans l'ombre. Et ce qui est très intéressant à mon avis, c'est que euh, les, les programmes de revitalisation joue un rôle dans une rhétorique de la sobriété foncière. Et c'est ambivalent dans la mesure où les principaux programmes de revitalisation, que ce soit Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, ils préexistent aux ZAN, ils préexistent à la loi climat et résilience de 2021 et ils s'en nourrissent autant qu'ils le crédibilisent. C'est ce que souligne Eric Charme, qui est donc, directeur de recherche à l'ENTPE, que la sobriété foncière, elle fait système avec ces programmes de revitalisation parce que c'est notamment dans le cadre de ces programmes qu'a émergé un discours selon lequel il fallait, entre guillemets, fermer le robinet
de la production immobilière dans les périphéries pour faire cesser une concurrence déloyale envers les centres. Et bon, la difficulté, on va le voir, c'est qu'il suffit pas de fermer le robinet de l'extension pour qu'il y ait un autre robinet du renouvellement qui s'ouvre. Mais disons que ces programmes de revitalisation, ils ont un peu, enfin, ils ont beaucoup contribué, à mon avis, à l'émergence dans le débat à l'échelle du système de l'aménagement, voilà, de cette notion vraiment de sobriété foncière comme une nécessité et un moyen en relation avec la revitalisation des centres. Et alors, ce qui est assez intéressant dans le programme de recherche, dans le projet de recherche auquel tu participes, donc vous avez étudié pas mal de territoires, à la fois en France hexagonale et dans les Outre-mer. Et ce que je pense que un des résultats un peu surprenants, en tout cas intéressant, c'est que on entend beaucoup les oppositions aux ZAN, mais en fait, ce que vous montrez, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu plus discret, qui est que dans un certain nombre de territoires les acteurs, au-delà simplement du cercle peut-être d'urbanistes qui est un peu plus convaincu pour une partie importante d'entre eux de l'intérêt du ZAN et de la sobriété foncière. Au-delà de ce petit cercle, il y a aussi des acteurs et des élus qui sont finalement assez contents de voir le ZAN arriver parce que ça répond à d'autres de leurs priorités et d'autres difficultés qu'ils avaient auparavant. Oui, c'est vrai. C'est vrai que bon, c'est une des particularités du projet collectif que tu évoques, c'est que on, on essaie de tester les conditions d'opérationnalisation du ZAN dans des territoires un peu, pas dire périphériques, mais qui peuvent être considérés comme aux marges ou comme un peu exceptionnels par rapport au territoire métropolitain, par exemple. Donc il y a des travaux sur les territoires frontaliers, sur les outre-mer, donc l'insularité. Et c'est vrai qu'on peut identifier parfois des convergences d'intérêts entre la mise en place d'un régime de densification, d'intensification foncière et d'autres orientations de politique publique, par exemple euh, l'adaptation d'un territoire au changement climatique. Ça, c'est le cas, par exemple, en Guadeloupe, où finalement ce, la sobriété foncière et le- la réorientation du développement urbain vers les centralités correspond aussi à un objectif de se désengager en fait d'un littoral qui est érodé, qui est de plus en plus dangereux. Et finalement, euh, avec le ZAN, c'est l'opportunité de faire, c'est-à-dire coup double, euh, revitalisation des centres et renaturation anticipée des périphéries. Et bon, c'est des configurations qui sont bien spécifiques. Et effectivement, je pense il y a beaucoup d'opposition très vocale, pour prendre un anglicisme, sur le ZAN, c'est ce qu'on entend le plus. Je- il y a- Dans nos travaux, on rencontre aussi un certain nombre de territoires, d'élus qui le voient comme une opportunité. Et dans le cadre de la revitalisation rurale, on a évoqué l'idée du ZAN comme opportunité de lutter contre la concurrence déloyale des territoires périphériques. Ok, ça c'est une chose. Mais il y a aussi le fait de s'inscrire dans la logique du ZAN et de la sobriété foncière pour s'inscrire dans les réseaux d'ingénierie et de financement des projets. À mon avis, ça c'est quelque chose de très important aussi. C'est que par l'alignement sur les orientations d'aménagement national régional, c'est aussi une manière finalement d'obtenir des marges de manœuvre. Hmm. Alors, on va te laisser présenter un petit peu justement ce que tu as commencé à observer en Occitanie sur la revitalisation et le lien avec le ZAN. Avec plaisir. Alors, c'est toi qui as les C'est moi diapos. qui ai la main. Super. Donc, juste pour commencer sur la première diapo, ce que je souhaitais préciser, c'est que ma thèse s'inscrit dans un contexte qui est particulier, qui est celui de la région Occitanie. Bon, je vous passe les détails sur les spécificités territoriales, mais en région Occitanie, il y a un historique en faveur de la revitalisation rurale qui remonte à 2016.
avec une politique publique régionale qui s'appelle Bourg-Centre, voilà, qui a à peu près la même cible territoriale que Petite Ville de demain, qui est le programme national. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, euh, moi, je me suis pas mal intéressé à la phase préopérationnelle et opérationnelle des politiques de revitalisation. C'est-à-dire qu'il y a tout un volet dans ces politiques de revitalisation qui prennent la forme de contrats généralement. Il y a tout un volet de diagnostic, de stratégie territoriale. Bon, ça, dans la plupart des communes que j'ai étudiées, c'est un travail qui a déjà été fait. Et justement, l'enrôlement dans les politiques de revitalisation a permis aux communes de se, se mettre en mouvement finalement avec un regard porté sur leur territoire et sur son devenir. Et ce qui m'a intéressé, c'est que dans le cadre de ces programmes de revitalisation, on remarque en général un fort tropisme envers l'amélioration du cadre de vie, la réalisation d'équipements publics, la mutualisation de services publics. Et des chercheuses qui se sont intéressées au programme Petite Ville de demain, mais c'est vrai sur d'autres, remarquent que il y a des difficultés à concrétiser les projets de territoire qui sont élaborés au niveau, disons, stratégie territoriale en des projets immobiliers sonnants et trébuchants. Notamment, voilà, quand on a identifié des fonciers stratégiques, des immeubles, la réhabilité des immeubles vacants, des friches, etc. Bon, les difficultés du passage à la phase préopérationnelle et opérationnelle. Moi, je me suis intéressé justement à cette phase-là, ce qui se passe après l'identification de fonciers intéressants, de fonciers stratégiques pour des communes rurales. Et c'est là qu'on remarque, à mon avis, euh, ça c'est en slide suivante, on remarque une forme de défaut de conception des politiques territoriales qui repose essentiellement sur l'ingénierie, des prêts et des subventions, et qui ont donc besoin, mais par construction, d'avoir des porteurs de projets locaux qui vont prendre l'initiative, hein, qui vont faire de la chefferie de projet, faire leur roadmap en bon français et assumer le travail de maîtrise d'ouvrage qui implique notamment une prise de risque financier. Et, et naturellement, on est dans des territoires où le modèle économique du recyclage foncier ne tourne pas, pour ainsi dire. Donc il y a peu d'opérateurs privés, peu ou pas d'opérateurs privés qui se bousculeraient pour aller faire la maîtrise d'ouvrage sur des projets dont on sait par avance qu'ils vont être déficitaires. Et bon, je m'appesantis pas là sur le cas des bailleurs sociaux dont la présence dans les territoires ruraux et les petites villes varie pas mal selon les départements et les configurations. Mais moi, j'ai été amené dans mon enquête à m'intéresser au cas des foncières de revitalisation, donc qui peuvent être des foncières publiques ou des acteurs issus de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, ces foncières, elles sont arrivées parce que dans l'esprit des politiques territoriales, euh, il y avait une pièce manquante, c'est-à-dire des structures qui viennent combler le déficit d'ingénierie, le déficit d'opérateurs. Donc elles ont été un peu créées pour ça, quoi, pour combler ce manque et venir assurer concrètement le travail de maîtrise d'ouvrage sur des fonciers identifiés. Mais bon, elles sont dans une situation très paradoxale puisque elles doivent se confronter à un modèle économique des opérations immobilières qui est bien particulier, d'où la citation un peu décalée que je mets en exergue, qui provient de l'observation dans le cadre de la thèse, c'est comment dégager un peu de rentabilité dans les espaces en déclin. C'est-à-dire que ce sont des acteurs entrepreneuriaux qui doivent maintenir une forme d'équilibre économique, qui ne peuvent pas encaisser perte sur perte. Ils ne sont pas faits pour ça. Et donc forcément, ça coince. Et donc, slide suivante, et sans être trop long, j'ai préparé quelques schémas pour apporter d'autres considérations sur cette question du modèle économique du renouvellement, qui est établi de fait par les politiques territoriales comme un passage obligé pour concrétiser cette sobriété foncière par la revitalisation. Et là, ce qu'on voit, c'est le modèle économique tel qu'il se représente dans les opérations du point de vue de la maîtrise d'ouvrage. Donc, on a d'un côté les dépenses, de l'autre les recettes. Dans la partie recettes, on voit une valeur de l'immobilier produit, donc qui est liée enfin, en partie aux revenus locaux,
et qui est inférieur déjà au coût de construction et à plus forte raison au prix de revient, c'est-à-dire à l'ensemble des dépenses nécessaires pour produire l'immobilier. Et là-dessus, donc dans le prix de revient, on compte aussi les honoraires et les taxes qui sont en général proportionnels à l'ampleur du bilan d'opération. Et puis le coût du foncier, bon, dont le mode de détermination est assez intéressant. Si on faisait, comme les promoteurs immobiliers, un compte à rebours, c'est on prend la valeur de l'immobilier produit, on déduit les coûts, bah, on arriverait à une valeur du foncier négatif. Euh, bon, il se trouve que les fonciers ne se vendent pas à des valeurs négatives, ils sont cédés à un prix de convenance, et je ne rentre pas dans les détails, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que de ce décalage entre la valeur de ce qui est produit et les coûts de production, bah, vient le besoin de ces subventions d'équilibre qui peuvent venir de sources très variées, mais dont le principal contributeur est en général le fonds vert. Le fonds vert recyclage foncier, qui est un mode de financement vraiment enfin, décisif pour la faisabilité de ces projets qui restent déficitaires après prise en compte de toutes les aides de droit commun. Et diapo suivante, j'essaie d'illustrer l'importance de la valeur de l'immobilier comme donnée d'entrée finalement, en projetant une carte des valeurs immobilières. Donc c'est ce que vous avez à gauche, issu d'une plateforme qui s'appelle l'Observatoire national du bâtiment, les prix de vente au mètre carré. On retrouve cette idée que j'ai un peu glissée plus tôt, selon laquelle la sobriété foncière n'a pas la même signification, la même opérationnalisation dans les territoires où les valeurs immobilières sont hautes et où des opérateurs peuvent répercuter des coûts de transformation de l'espace, prendre une marge au passage, valoriser le foncier, enfin valoriser les charges foncières, et des territoires où les valeurs immobilières sont basses, tout simplement par rapport au coût de transformation de l'espace. Donc d'un côté, les opérations de densification ou de recyclage qui se font allez, par le marché, on va dire ça comme ça, et de l'autre, sous un certain seuil de valeur immobilière que je n'ai pas défini, mais qui pourrait être l'objet de futurs travaux en économie de l'aménagement, des opérations qui sont structurellement déficitaires et donc dépendantes de subventions. Et je veux pas être trop long pour te laisser le temps de rebondir aussi, mais justement, c'était pour conclure. euh, le constat peut paraître un peu pessimiste dit comme ça, mais une prise de recul s'impose parce qu'on est quand même en train de parler d'un changement de mode de production. Et ça, c'est pas neutre. Et ça, c'est une représentation que je fais du mode de production en extension urbaine. Donc, je ne m'attarde pas trop dessus, mais il faut simplement retenir que en extension, c'est le différentiel de valeur entre l'immobilier, donc qui est tout à droite, qui est le produit fini, et le foncier agricole, qui est tout à gauche, qui est la matière première, qui permet à tout un ensemble d'acteurs de répercuter leurs coûts, capter une marge au passage. Euh, Propriétaire du foncier va aussi récupérer une part de rente. Bon, ça c'est une chose. Et ce qu'on voit dans le cadre de la revitalisation, le recyclage dans les territoires dévalorisés, euh, c'est qu'on a la formation d'une moins-value d'urbanisation. Alors, moins-value d'urbanisation, c'est le nom que je donne au différentiel de valeur entre l'immobilier qui est produit et son prix de revient, c'est-à-dire les coûts de sa production. Alors, théoriquement, euh, si on fait le compte à rebours du promoteur, comme j'ai indiqué, on devrait arriver à des valeurs du foncier négatives. En général, c'est pas ce qui se passe. Donc, quand on a une politique de revitalisation qui cible un immeuble vacant, un foncier, la valeur de cet immeuble passe de négative à prix de convenance. Donc, déjà, rien que par ce simple mécanisme, les politiques publiques redonnent de l'usage et redonnent de la valeur finalement à des fonciers. Cette valeur est captée par les propriétaires. Et ensuite, finalement, le décalage entre euh, l'ensemble des coûts et la valeur de l'immobilier, ça crée ce trou qui est comblé par les subventions d'équilibre, mais qui en fait est consubstantiel, à mon avis, des politiques de revitalisation, sobriété foncière, renouvellement dans ces territoires-là. Et ça pose la question de sa socialisation, finalement, de sa mutualisation, de cette moins-value d'urbanisation qui, de toute manière, est toujours là. Et aujourd'hui, elle se fait par des subventions dans un cadre assez précaire. Peut-être qu'on pourra en parler dans les échanges, mais les subventions ont tendance à être prises dans les arbitrages budgétaires, opportunités de communication politique. Bref, c'est
à mon avis, ça mérite d'être mis à plat, quoi. Voilà, je m'arrête là pour que tu aies aussi le temps de Merci beaucoup, présenter, puis qu'on Maxence. puisse discuter. Effectivement, bah, c'est tout l'enjeu que de parvenir à mettre enfin, à réaliser des projets, à faire sortir des projets en renouvellement urbain, ce qui est pas évident, voire est franchement difficile au vu de ce que tu montres, mais on pourrait effectivement y revenir aussi avec vous qui nous suivez en visio dans les échanges et les questions à la fin. Alors, un autre point qui nous semblait intéressant d'aborder, c'est finalement, en miroir de la sobriété foncière, c'est le fait que tout simplement, les outils de la sobriété, enfin, le principal outil de la sobriété foncière, finalement, c'est peut-être aussi le renouvellement urbain, au-delà de ce qu'on peut euh, euh, proposer comme politique pour restreindre, mais pour toujours continuer à répondre aux besoins qui évidemment ne s'arrête pas parce qu'on arrête de construire. Et finalement, le renouvellement urbain, c'est une tâche qui est extrêmement complexe. J'imagine que un certain nombre d'entre vous qui nous suivez y font face de façon relativement quotidienne dans vos interventions. Et le propos que je vais avoir, il s'applique d'abord au quartier ancien, mais on peut souligner d'emblée que la logique, finalement, elle est assez identique lorsqu'on s'intéresse à d'autres types de tissus urbains constitués, des espaces pavillonnaires, des zones commerciales obsolètes, des zones d'activité délaissées, etc. On va retrouver partout la même résistance des structures urbaines face aux tentatives de transformation. Et donc, parler de renouvellement urbain ici, c'est parce que vraiment, si on se fixe collectivement l'objectif de ZAN, la seule marge de manœuvre, elle réside dans la transformation du déjà là. Et c'est justement là que on a des difficultés pour faire, ce qui peut-être explique une partie de la controverse autour du ZAN, ce qu'on évoquait un petit peu en préambule, toute cette idée d'avoir mis un peu la contrainte avant les solutions. Effectivement, comme tu le disais, Maxence, faire du renouvellement urbain, ça ne va jamais de soi. Contrairement aux extensions, c'est pas un phénomène qui est produit spontanément par les acteurs privés à de rares exceptions près, notamment sur des marchés tendus, voire très tendus. Parce que pour les acteurs privés, transformer un tissu ancien, ça reste systématiquement plus compliqué, plus risqué, moins rentable que d'aller construire sur un terrain vierge, tant que cela demeure possible. Et c'est encore le cas pour l'instant. Et donc l'impulsion publique, elle est indispensable. Ça peut être soit via des avantages fiscaux, soit via des subventions, comme tu l'évoquais à l'instant, qui peuvent être apportées à des porteurs de projets, ou via, par exemple, des mécanismes de maîtrise foncière qui peuvent être activés via les prérogatives de la puissance publique. Mais effectivement, ces outils, ils ont leurs limites pour beaucoup de territoires parce que eh bien, déjà, les collectivités locales, elles font face à des contraintes financières fortes. Les financements extérieurs ne sont pas disponible de façon extrêmement importante, en tout cas pour multiplier ce type de projet-là. Et puis pour les plus petites collectivités locales, mais même dans les villes moyennes parfois, en fait, elles disposent rarement d'une ingénierie qui est suffisante pour porter seules de tels projets, en particulier en régie. Et c'est d'autant plus compliqué d'aller faire du renouvellement urbain que, en dehors des métropoles, assez peu de collectivités locales se sont dotées de structures ad hoc, comme des SPL, des sociétés publiques locales, qui seraient capables de mettre en œuvre le renouvellement urbain. Il y a quelques exceptions à cela. On peut citer Lannion, Béziers, Le Puy-en-Velay, qui ont créé des structures ad hoc pour justement faire du renouvellement urbain, ce qui ne résout pas évidemment le problème, notamment de la contrainte financière, mais euh, qui sont quand même des exceptions dans le panorama des villes petites et moyennes qui sont confrontées à ce type d'enjeu-là. Et pour analyser ces difficultés à faire le renouvellement urbain, la recherche urbaine nous propose une théorie que je trouve assez éclairante et qui me semble intéressant de partager avec vous aujourd'hui, un concept qui est celui d'obduracy. Alors c'est un terme qui est assez intraduisible en français, donc on va le laisser en anglais, qui est celui on pourrait essayer de le traduire par la dureté, l'inflexibilité finalement des tissus urbains déjà constitués. Et ça désigne la résistance que les artefacts urbains opposent par rapport à des tentatives de transformation. C'est-à-dire que les villes évoluent en permanence, y compris des quartiers relativement anciens, mais une fois qu'une structure va être en place, elle va s'ancrer, elle va se sédimenter et elle devient de plus en plus difficilement malléable. Ça peut être à la fois via des causes immatérielles. Alors si on est dans les quartiers anciens, ça peut être les contraintes patrimoniales qui peuvent être opposées juridiquement, ça peut être le morcellement foncier, mais ça peut aussi être des causes matérielles, c'est-à-dire
par exemple la solidarité structurelle des immeubles mitoyens, la fragilité des bâtiments, les risques archéologiques, les réseaux enfouis, etc., qui sont autant de facteurs qui vont rendre ces interventions très lourdes, très longues et assez incertaines. Euh, c'est vrai aussi dans les tissus pavillonnaires où on retrouve un ensemble de causes à la fois matérielles et immatérielles qui rendent très compliqué leur mutation. C'est aussi vrai dans des zones commerciales où on a des formes bâties et foncières qui font que la réaffectation rapide, elle est souvent assez compliquée. Et c'est là on fait intervenir cette métrique qui est le déficit d'opération dont tu parlais. En fait, souvent, on s'arrête à ce constat. On dit l'opération ne s'équilibre pas, donc soit on trouve des fonds, soit elle est impossible. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'obduracy nous permet de voir que le déficit d'opération, ça n'est que la traduction économique de ces différentes causes qui font que la réalité est compliquée à transformer. Le coût élevé, c'est pas la cause du problème en tant que tel, mais c'est la manifestation de cet ensemble de problèmes qui rendent le renouvellement urbain complexe. Et le déficit d'opération, c'est un petit peu le thermomètre qui mesure l'écart économique entre ce qu'il faudrait faire, ce qu'on peut faire, et le prix auquel on peut le faire sortir. Euh, euh, donc c'est très lié, voilà, à cette question de l'enchevêtrement de causes de l'aube du rêve. Finalement, quelles sont ces causes de cette difficulté à faire évoluer la matérialité des quartiers déjà constitués, de tirer les fils un à un, de désenchevêtrer tout ça, parce que ça nous aide à comprendre pourquoi est-ce que c'est difficile de le faire. Si on va plus loin, si on arrive à désenchevêtrer les causes, situation par situation, bâtiment par bâtiment, en analysant assez finement la nature des obstacles, qu'ils soient patrimoniaux, fonciers, techniques, sociaux, etc., on peut parvenir à poser le problème un peu autrement et potentiellement réussir à trouver des leviers adaptés, soit en faisant évoluer la programmation de sortie, soit en trouvant des solutions techniques sur mesure, soit en réfléchissant à d'autres priorités qui pourraient être traitées en amont, en re-questionnant finalement la hiérarchisation des opérations. Mais ça nécessite tout cela une ingénierie qui est spécifiquement formée au renouvellement urbain, qui est capable d'articuler tout un tas de compétences, de droit, de techniques, d'économie, de sociologie, d'architecture, etc. C'est très compliqué de traiter cette obduratie avec des recettes standards, et finalement, chaque situation, eh bien, elle appelle à une forme d'approche sur mesure. Cette obduratie, c'est aussi ce qui explique le désintérêt du secteur privé, mais qui en miroir justifie l'intervention du secteur public, puisque, comme je le disais au préalable, il y a d'autres façons, via les subventions, via des maîtrises foncières, etc., de parvenir à faire advenir des opérations dans ce type de tissu-là. Et puis un autre enjeu qui me semble intéressant à soulever sur le renouvellement urbain, et pareil sur lequel on sera très prenant de vous écouter en fin de session, c'est finalement une forme de risque de myopie du renouvellement urbain. C'est-à-dire que les interventions en renouvellement urbain, elles portent avant tout sur le quartier en tant que tel. Par exemple, dans un quartier ancien, un centre-ville en déclin, on va s'attacher à résorber la vacance, à réhabiliter le bâti, améliorer l'image, etc. Et ce sont des opérations qui, pour être pleinement efficaces, gagnent vraiment à être mises en perspective par rapport aux dynamiques de concurrence, de complémentarité qu'on va retrouver dans l'ensemble du parc de logements, de commerces, d'activités, etc., à l'échelle de l'ensemble du bassin de vie et non pas seulement du quartier. Autrement dit, les actions qui sont menées dans une opération de renouvellement urbain, elles ne trouvent tout leur sens que lorsqu'elles s'inscrivent vraiment dans une compréhension des trajectoires globales du territoire. On peut retrouver la même chose, exemple, où la qualification, euh, finalement, elle ne prend toute sa portée, elle a tout son intérêt que entre l'opérationnel et la planification, euh, euh, avec une échelle micro ou méso à laquelle on fait les projets qui apportent, qui organisent des équilibres territoriaux. Et effectivement, si ces deux niveaux avancent bien en cohérence et en concordance, eh bien le renouvellement urbain devient une stratégie qui est vraiment transformative. Sinon, il peut aussi y avoir une tendance avec le renouvellement urbain à voilà à vouloir un peu s'acharner à remplir le tonneau des Danaïdes, dans lequel on ne cesse de faire du renouvellement urbain parce que on ne cesse de créer des éléments qui sont des friches qui dysfonctionnent parce que on ne prend pas assez en compte les effets de complémentarité
concurrence à l'échelle du territoire. Euh, un autre enjeu qui est important, et ça rejoint complètement ce que tu évoquais, Maxence, sur le fait que aujourd'hui le renouvellement urbain, il repose principalement sur la subvention, avec des collectivités qui viennent mobiliser des financements publics pour compenser le manque d'intérêt économique des opérateurs. C'est le fameux foncier négatif du compte à rebours. Mais cette situation, elle découle aussi, et c'est important de le garder à l'esprit, d'un déséquilibre structurel dans lequel l'extension urbaine, en tout cas les coûts cachés de l'extension urbaine, ne sont pas internalisés. Et finalement, ceux qui aujourd'hui construisent en extension peuvent le faire parce que les documents d'urbanisme l'autorisent et sans avoir à en assumer pleinement les coûts collectifs que ça engendre, y compris sur les mécanismes de dévalorisation d'autres cellules commerciales, d'autres logements, etc. Et c'est un modèle qui produit dans un certain nombre d'espaces où la tension est moindre, des friches, des espaces vacants à recycler, dont la réhabilitation est financée par une socialisation des coûts via des subventions publiques. Et donc c'est aussi cette réflexion-là sur l'offre foncière en extension dont la régulation et la régulation qui est amenée à être plus forte du fait du ZAN, permettrait aussi d'avoir des valeurs de marché un peu renforcées sur les tissus urbains existants. Et donc, c'est pas automatique parce qu'il faut les outils du renouvellement urbain, mais aussi peut-être éventuellement de minorer un petit peu le déficit d'opération et donc d'être capable de faire face à des projets plus compliqués où l'obduracy est plus compliqué pour faire sortir ces projets-là. Donc, le renouvellement urbain, c'est une affaire de déficit financier aujourd'hui, et c'est surtout appréhendé comme ça. Parce que toute la résistance dans les tissus anciens, eh bien, le ZAN nous oblige à l'affronter. On peut plus vraiment passer à côté puisqu'on n'aura plus que ça comme terrain pour développer la ville et répondre à des besoins émergents. C'est tout l'intérêt de parvenir à désenchevêtrer les causes pour comprendre d'où vient ce déficit, bâtiment par bâtiment, parce que ça permet d'ouvrir de nouvelles pistes pour le projet urbain et peut-être de poser les questions un peu différemment et trouver des solutions de sortie. Donc c'est aussi ça l'intérêt de mettre en place une ingénierie qui soit vraiment experte sur le renouvellement urbain, qui soit capable de transformer l'angle à partir duquel on regarde ces projets-là, d'ouvrir un peu des brèches et des questionnements. Sur la biodiversité de 2016, en demandant si finalement on n'était pas déjà sur les prémices de ces sujets de sobriété foncière avec ce texte de loi. Et je me disais que la date faisait aussi écho à la politique d'Occitanie qu'évoquait Maxence tout à l'heure en disant que un programme pour les centres-bourgs avait été lancé à ce moment-là. Mais plus généralement, ce que j'ai entendu dans votre introduction aussi, c'est que la loi sur la loi climat et résilience avec le ZAN vient à un moment donné concrétiser un faisceau à la fois de prise de conscience et déjà d'expression législative qui allait un peu dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Et il y a une deuxième question qui ouvre sur un autre champ qui me paraît aussi intéressant, sur le sujet des formes architecturales qui peuvent répondre ensuite. Alors, votre intervention a une teneur très opérationnelle et notamment, je vous remercie pour les données financières qui montrent avoir, je trouve très concrètement, le défi que pose l'action de renouvellement urbain dans ces territoires, l'action d'aménagement. Là, la question ouvre sur la suite, c'est-à-dire ensuite de cette sobriété foncière et la personne qui s'exprime et qui vient de l'Hérault nous dit qu'il y a une véritable difficulté en ruralité à faire passer des projets qui, par exemple, sortent du lotissement de plein pied et vont vers du R+1 ou R+2, alors que dans d'autres pays et dans d'autres cultures, ça ne pose pas forcément problème dans des secteurs plus ruraux. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez aussi croisées comme difficulté, comme l'aspect peut-être plus culturel aussi hein, de cette évolution, de ce tournant dans la façon d'aménager certains des territoires périurbains, voire ruraux. Sous-préfet, donc c'est la sous-préfecture de l'Hérault qui me pose cette question. Peut-être je peux commencer par répondre à la question sur la loi 2016. Ben, vous avez tout à fait raison, monsieur. La loi de 2016 sur la reconquête de la biodiversité annonçait une tendance vers
vers le ZAN. En particulier, elle renforce quelque chose qui date du Code de l'environnement, qui est la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, qui s'applique normalement plutôt à des projets d'aménagement qui ont un certain impact. Enfin, c'est des projets d'une certaine envergure, par exemple des infrastructures ou des projets d'aménagement de plusieurs hectares, qui sont soumis en fait à obligations environnementales de euh, mesurer l'impact, faire ce qu'ils peuvent pour en éviter les plus gros dommages. Euh, les réduire dans la mesure du possible et éventuellement compenser le résidu, même si là, enfin, les modalités de traduction de cette séquence ERC sont assez différentes de ce qu'on voit avec le ZAN, puisque le ZAN passe, en tout cas à ce stade, par l'urbanisme réglementaire, donc par les documents de planification, donc, qui ne parlent pas trop d'opération pour le moment. Justement, c'est ce qui nous a intéressé dans la conversation avec Mickaël. Mickaël, je ne sais pas si tu veux rebondir ou compléter. Sur la partie biodiversité, je serais bien normal de le dire. Sur la partie culturelle, oui, c'est clairement un enjeu important aussi. Voilà, c'est quelque chose qu'on entend souvent sur finalement, qu'est-ce que c'est euh, enfin, quelle est la projection vers laquelle on souhaite que les habitants, en tout cas une projection assez positive de la densité, qu'est-ce que ça peut apporter pour les habitants? Alors la densité, tout est relatif effectivement quand on passe du plein pied au R+1, mais néanmoins c'est aussi des questionnements sur comment est-ce que l'imaginaire peut être accompagné pour muter vers voilà sur une désirabilité finalement de l'intensité aussi légère soit-elle et même dans les espaces ruraux. C'est vrai que bon sur la maison individuelle ça a été aussi un désir que l'État a pu très fortement entretenir pendant quelques décennies jusqu'à présent et ça pose la question aussi voilà des modèles qu'on peut mettre en avant dans les représentations dans le fait aussi de faire comprendre que on peut avoir d'autres choses via la densité que parfois le travail sur les formes architecturales peut permettre d'avoir de la densité mais aussi beaucoup d'intimité c'est pas forcément du tout antinomique. Il y a des travaux qui sont très intéressants dans le cadre du programme engagé pour la qualité du logement de demain, qui sont conduits par des architectes un peu partout en France, y compris dans les ruralités, et qui montrent voilà justement que on peut amener petit à petit à resserrer les villages et à faire en sorte que ce soit plus pratique pour tout le monde que de fréquenter les activités commerciales, les activités récréatives, d'aller à l'école, etc. Et c'est aussi une façon d'amener les choses en ayant des contre-exemples positifs. Oui, pour rebondir, je pense que, enfin, vous soulignez un point qui est vraiment très, très important et qui demande une forme de proximité aussi avec les territoires ruraux, puisque ce sont souvent des territoires dont on parle à distance. Alors, je ne dis pas du tout que c'est votre cas, mais je sais qu'à l'échelle régionale, par exemple, mes collègues connaissent assez mal la situation des communes rurales et moi, celles sur lesquelles j'ai travaillé sont très éloignées de Montpellier. Par exemple, il me faut 2 heures et demie de route pour aller sur mes terrains d'études. Bon, bah, ça crée nécessairement une distance. Euh, et enfin, j'ai pu aussi observer la- le lien de confiance qui pouvait s'opérer entre des professionnels, des experts proches ou installés sur les territoires et les élus locaux, les décideurs locaux. C'est-à-dire que les propositions étaient souvent mieux reçues lorsque on avait l'impression qu'elles venaient de personnes qui ne débarquaient pas complètement de l'extérieur. Et je pense que les initiatives comme celle de Simon Tessou, qui s'est installé dans une commune rurale d'Auvergne avec son atelier du Rouget, donc, qui est architecte, qui est directeur de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, bah, ça montre aussi l'intérêt d'avoir finalement des propositions endogènes et des compétences qui viennent s'installer dans la ruralité pour essayer d'apporter quelque chose. Et là-dessus, le rôle des CAE, à mon avis, alors je pense en particulier aux départements ruraux, puisque je crois que le CAUE de l'Hérault est basé à Montpellier, mais j'ai pas mal travaillé avec le CAUE de Lozère. Eh bien, des compétences d'architectes qui sont disponibles comme ça, en proximité
avec les communes sur lesquelles ils travaillent, c'est vraiment essentiel. Oui. Il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'avais envie, peut-être pour conclure et du coup très rapidement, de vous poser euh, une question de contexte à la fois sur la contrainte et sur la ressource, deux éléments dont on a pas mal parlé. Sur la contrainte, qu'en est-il réellement aujourd'hui de la contrainte réglementaire? Depuis la promulgation de la loi, on a parlé de baisse des ambitions, mais au final, on perd un peu le fil aussi de ce qui est effectif et ce qui s'applique comme contrainte ou non, ou est-ce que finalement on est plus dans la prise de conscience et l'anticipation de quelque chose qui viendra à s'imposer. Donc plus sur la contrainte et sur la ressource, vous avez très bien mis en valeur la nécessaire contribution des collectivités au regard de la moins-value foncière, il me semble, dont Maxence parlait. Moi, je voulais savoir concrètement quelle collectivité aujourd'hui, alors j'entends que c'est vous observez Maxence et Michael, lesquels sont les plus, j'allais pas dire enclines parce que je pense que c'est plus un sujet de moyens qu'autre chose, mais les ressources elles viennent d'où et sous quelle forme. Mais évidemment, il nous reste 4 minutes, donc je, je renverrai à la formation pour des approfondissements sur ces points. Peut-être je peux commencer sur les contraintes. Alors, je suis bien placé en observant de l'intérieur le processus de déclinaison du ZAN dans le document régional pour remarquer que le compteur tourne déjà. C'est-à-dire que l'obligation de division par deux du rythme de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, eh ben, elle s'applique déjà au territoire et que tout ce qui est consommé aujourd'hui sera théoriquement voilà, comptabilisé à un moment. Ce qui n'est pas bien clair, c'est que selon l'agenda législatif qui lui-même est lié à une actualité politique que vous connaissez, eh bien, il peut y avoir des lois qui viennent contrecarrer ou pas, bousculer ou pas les temporalités et les modes de comptage. Donc il y a des territoires qui font semblant de ne pas voir que le compteur tourne ou qui parient sur le fait que le ZAN sautera avant 2030. Enfin, je le dis de manière triviale, mais c'est un peu ça qui se passe. De ce point de vue, ceux qui veulent y croient. Ceux Pratique qui, déjà. voilà, s'inscrivent dedans, s'inscrivent dans les différentes politiques publiques pour aider au renouvellement, etc. Et d'un autre côté, certains font semblant de ne pas voir, et c'est là que, à mon avis, l'État déconcentré, les directions départementales font leur travail, enfin, jouent leur rôle euh, pour au moins surveiller, tempérer, en attendant que les documents de planification se mettent à jour, quoi, se modifient. Oui, sur les ressources, c'est vrai que certaines collectivités ont des politiques assez ambitieuses. Alors, je parlerai plutôt sur la question des quartiers anciens, ont des politiques d'elles-mêmes assez ambitieuses, parfois sans soutien, enfin même assez souvent sans soutien de la part d'institutions nationales, au sens qu'elles sont pas dans un plan national particulier ou en tout cas avec des financements très particulièrement fléchés. Et c'est vrai que ce qu'on observe c'est des collectivités qui finissent par y arriver, mais plutôt au bout de 10 12 ans que sur un seul mandat. Donc c'est quand même des politiques au-delà du long terme, on va dire, et qui mettent des ressources qui effectivement ça coûte cher, ça leur coûte cher, et pour parvenir à s'en sortir, eh bien elles vont lisser les dépenses sur 10 ans, sur 15 ans, pour parvenir à sortir ce type de projet-là à l'échelle d'un quartier et faire du renouvellement urbain. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Merci.
merci à toutes et à tous. Peut-être Michael nous dire un mot de la suite du prochain épisode de cette série. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Maxence, de t'être prêté à l'exercice. La prochaine fois, donc, ce sera le 13 novembre, de 13h à 14h, comme aujourd'hui, avec François Meunier, qui est programmiste pour Attitude Urbaine. Et donc, on parlera avec lui forcément des enjeux de la programmation et de l'importance de faire le projet du projet avant de se lancer dans une politique de revitalisation urbaine. Et à partir de la fin novembre et le 11 et 12 décembre, nous aurons la prochaine session de la formation revitalisation urbaine, renouveler les cœurs de ville et les centres-bourgs. Donc j'aurai le plaisir d'animer avec plusieurs intervenants. Alexandre Borg, qui est donc foncière de l'ESS, qui intervient dans la France et notamment qui progresse et qui aussi plus largement de ces enjeux de projet et de programmation dans les cœurs de ville et les cœurs de bourg. Merci beaucoup à tous les deux, Michael, Maxence. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous recevrez le support de cette intervention qui sera, comme les précédentes, en replay sur notre site internet également. À très bientôt, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. M'échappe de faire.